Bonjour Sergueï Girnov, ex-agent du KGB. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur LCI. Vous êtes l'auteur de l'ouvrage L'Engrenage qui sort cette semaine, publié aux éditions Albin Michel. Lecture très intéressante, passionnante de la Russie de Poutine et des conséquences de la guerre qu'il a déclenchée en Ukraine il y a plus de 90 jours. On va y revenir longuement. Mais d'abord, je voudrais vous entendre sur les propos de Sergueï Lavrov, un autre Sergueï, le ministre russe des Affaires étrangères, qui a accordé hier un entretien exclusif à TF1 et LCI. Depuis 18 ans, il incarne la diplomatie russe et la parole du Kremlin à l'étranger. Déjà, une première question peut-être un peu naïve, mais est-ce que quand Sergueï Lavrov parle, c'est Vladimir Poutine qui parle, quand on sait qu'il a peu confiance ou très peu confiance en très peu de personnes? Oui, on peut dire que c'est la voix de Vladimir Poutine, même s'il y a une autre voix qui est Dmitri Peskov, qui est le porte-parole officiel de Kremlin. Mais Lavrov, je dirais que c'est le porte-parole international de Poutine. Il a en tout cas placé tous les éléments de langage sur le conflit en Ukraine, particulièrement dur à l'égard de la France et en l'occurrence d'Emmanuel Macron, en disant que la France jouait un rôle actif en Ukraine et alimente le nationalisme ukrainien et le néonazisme. Nous sommes tristes de le constater. Je suis fatigué de l'entendre. En fait, vous savez, cette interview, il faut que vos téléspectateurs le regardent parce que c'est important de savoir qu'est-ce que le Kremlin raconte chez lui. Parce que nous, on le sait, ça fait 3 semaines qu'on suit quasiment au jour le jour cette guerre. Plus de 3 mois même. Plus de 3 mois. Oui. On sait comment ça se passe. On sait comment les Russes frappent les civils, comment ils tuent les civils. Et après, on va voir Lavrov qui va dire non, non, c'est une guerre. Avec de précision, on tape que les cibles militaires et on combat les néo-nazis. C'est fatigant, mais c'est symptomatique parce que je crois qu'en fait, ils sont dans un monde parallèle, dans un monde virtuel qui se sont construits entre eux déjà au Kremlin. Poutine, il est dans une sorte de bunker. On y reviendra d'ailleurs sur la manière dont le dirigeant russe est informé. Et vous dites d'ailleurs qu'il l'est très peu et qu'il n'a pas forcément les informations de terrain qui devraient lui remonter. On y reviendra. Mais d'abord, on apprend ce matin, et la visite avait été gardée secrète jusqu'au dernier moment, la visite de la nouvelle ministre des Affaires étrangères à Kiev, Catherine Colonna, qui a publié ce tweet que vous allez voir apparaître sur votre écran. Comment, selon vous, les dirigeants russes, Vladimir Poutine en tête, peuvent-ils réagir à une telle visite qui est la première depuis le déclenchement de la guerre? Bah ça les embête, hein. Ça les embête quand il y a le camp occidental qui se déplace. En même temps, je crois que pour la France, pour le moment, c'est une visite qui est importante parce que la France était attendue. C'est quasiment un des rares pays qui n'était pas encore venu. Absolument. On se murmurait d'ailleurs peut-être la visite ou pas. En tout cas, Emmanuel Macron a longuement été interrogé sur le sujet d'une visite du président français sur place. Et je crois que les Ukrainiens ont été un peu déçus, même si la visite de Catherine Colonna est importante, mais ils attendaient Emmanuel Macron. Et ils attendent Emmanuel Macron. Catherine Colonna est une première étape? C'est ça. À mon avis, c'est une première étape. C'est une étape importante. C'est pour montrer aux Russes que la France est là, que la France attache de l'importance à ses relations avec l'Ukraine. Mais je crois que le président Zelensky l'attend Emmanuel Macron. Elle le dit dans un tweet et dans un communiqué. La ministre souhaite témoigner de la solidarité de la France à l'égard du peuple ukrainien et de sa pleine détermination à renforcer son appui à l'Ukraine. On sait notamment qu'elle a fourni du matériel humanitaire, mais aussi du matériel militaire, qui est d'ailleurs reproché par la Russie de Vladimir Poutine de manière très régulière. Oui, on va l'entendre. Sergueï Lavrov, c'est justement ça qui va dire que vous participez, vous êtes quasiment les co-belligérants, même si la France précise, et ça c'est la position d'Emmanuel Macron, la France n'est pas en guerre avec la Russie. Voilà. Mais bon, en même temps, la France soutient. La France est souvent discrète dans ce soutien, mais le soutien qui est apprécié. Parce que justement, les canons César, c'est une arme redoutable, c'est une arme qui est attendue, même si, bien évidemment, pour les Ukrainiens, ils attendent beaucoup plus que ça, parce que ça leur manque. Ce sont les armes létales qui leur manquent et les armes lourdes qui leur manquent. On reviendra sur cette fourniture, justement, d'armes. Mais d'abord, je voudrais qu'on revienne aussi sur cette interview de Sergueï Lavrov. Il a été notamment question de l'état de santé de Vladimir Poutine. On l'écoute et je vous interroge ensuite. Vous savez, le président Poutine apparaît en public tous les jours.
Vous pouvez le voir sur les écrans, lire ses discours, écouter ses discours. Je ne pense pas que les personnes saines d'esprit puissent distinguer un quelconque symptôme de maladie chez cet homme. Alors la santé du président russe, ça vous fait beaucoup sourire. Comme sa vie privée sont des sujets tabous en Russie. Dans votre ouvrage, L'Engrenage, vous décrivez un homme de 70 ans qui aurait un cancer, atteint peut-être aussi de la maladie de Parkinson. Vous dites que c'est pour ça qu'il s'accroche beaucoup aux tables. Que vous inspirent les propos de Sergueï Lavrov sur l'état de santé? Ça nous fait sourire parce que, bon, bien évidemment, c'est un VRP de Poutine, c'est le représentant. Donc, du coup, il nous raconte que tout va bien, extraordinaire, vous voyez Poutine. On lui a fait une petite intervention chirurgicale il y a 10 jours. Pendant son absence de 3 jours, c'est Patrouchev qui remplissait le rôle du président. Pourtant, chaque jour de son absence, on diffusait les clips avec Poutine parce qu'en fait, il prépare ça. Parce que quand Sergueï Lavrov dit qu'on le voit tous les jours à la télévision, on a impossibilité de dater ces images. Absolument, absolument, absolument. Et vous avez vu, mais ça, ça frise le ridicule. Parce que, par exemple, quand il a visité les soi-disant militaires blessés au front... Dans un hôpital qu'on a dit Potemkin, qui n'en était peut-être pas un. Voilà, c'est un hôpital Potemkin, mais ce sont les malades Potemkin, parce qu'on a retrouvé la même personne qui était avant, qui a joué le rôle d'un ouvrier lors de la visite par Poutine d'une usine. Donc, ce sont ces gardes du corps, en fait, qui jouent ce rôle. Et d'ailleurs, c'est assez marrant, parce que j'ai regardé ce clip sur les chaînes russes et ukrainiennes, et il y a même un des militaires qui dit « Ah, il a nommé le prénom de mon fils, il connaissait son âge, etc. » Mais bien sûr qu'il connaissait tout. C'était une mise en scène, selon vous. Ce sont les mises en scène, ce sont les figurants, et donc ça devient ridicule, quasiment ridicule. Vous évoquez une intervention chirurgicale il y a une dizaine de jours. On sait de quoi il s'agit précisément? Non, on ne sait pas du tout, parce que vous savez, au Kremlin, on est revenu à l'époque de Brejnev, ça veut dire on suit la santé de Poutine. Lavrov d'ailleurs disait personne en bonne santé mentale ne peut rien déceler chez lui. On a tous vu Poutine bouffi, avec le visage tuméfié quasiment. Enfin, on voyait qu'il était mal à l'aise. Et Lavrov nous ment droit dans les yeux en disant mais regardez, il est en pleine santé. D'ailleurs, vous savez, en Russie, on dit qu'il y a 3 Poutines, et le Poutine qui a visité l'hôpital, c'est pas celui qu'on a vu au Kremlin. Après, bon, on va pas rentrer. Vous êtes persuadé aujourd'hui que Poutine a des leurres, finalement, a des sosies qu'il utilise régulièrement? C'est une théorie viable? Disons que c'est pas si ridicule que ça. Parce que, vous savez, on a l'analyse anthropomorphique du visage, avec laquelle on peut dire quasiment avec une certitude de 98% si la personne est bonne ou pas. Et donc, on a trouvé des Poutines. Vous savez, nous avons la forme de l'oreille qui est aussi unique que nos empreintes digitales. Et on a trouvé 3 Poutines avec la forme des oreilles différentes. Et ça, sur la chaîne de Kremlin. Dans ces apparitions. Ça a été évoqué, en effet. Et donc, c'est pas si ridicule que ça. Vladimir Poutine, qui a eu très peur, en tout cas bunkérisé lors de la pandémie de Covid-19. Ouais. Et il l'est toujours, finalement. Il n'est absolument pas sorti, finalement, de cette peur d'attraper la maladie. Et on ne sait toujours pas, d'ailleurs, où il se situe précisément dans Moscou ou peut-être ailleurs. Mais ça, c'est la vieille tradition russe. De ne jamais savoir où est le dirigeant. De jamais savoir où est le dirigeant. C'est ça la différence. Vous savez très très bien que Biden, il est soit à la Maison-Blanche, soit à Camp David. Vous savez qu'Emmanuel Macron, il est soit à l'Élysée, soit dans une des résidences présidentielles. À Brégançon ce week-end, d'ailleurs, on va y revenir. Voilà, Poutine, vous ne le savez jamais où il est réellement. Voilà, ça, c'est la vieille tradition. Emmanuel Macron, on en parlait, s'est entretenu justement avec Vladimir Poutine une nouvelle fois ce week-end, avec son homologue allemand Scholz. Est-ce que ça sert véritablement à quelque chose? Vous disiez il y a quelques semaines qu'Emmanuel Macron était la seule personne qui peut dire des choses à Poutine que son entourage ne lui dit plus. Mais les relations ont quand même changé, sachant qu'entre-temps, des diplomates français ont été expulsés et que donc la tension a redoublé finalement.
Non, c'est le jeu des diplomates, si vous savez, c'est un jeu de dupes. Tout le monde sait que quand le camp occidental expulse les diplomates russes, Poutine maintenant applique une réciprocité quasiment identique et immédiate, sauf qu'avec la France, elle a attendu 1 mois et demi avant d'expulser les diplomates. Ça veut dire que... C'est allé beaucoup plus lentement qu'avec d'autres pays européens. Voilà, il y a d'autres pays, les Américains étaient expulsés quasiment le lendemain de l'expulsion des 12 diplomates de New York, et les Français 1 mois et demi. Et on voyait que Poutine, il a presque respecté le camp de campagne présidentielle pour qu'on ne lui puisse pas le reprocher qu'il s'est immiscé encore une fois dans cette campagne, même s'il était présent. La question est de savoir, est-ce que ça sert encore à quelque chose d'entretenir ces liens et ces relations? Dans votre livre, d'ailleurs, vous revenez sur les rencontres, sur la rencontre de février, ces coups de fil réguliers, où on découvre un Poutine extrêmement isolé, très peu au courant de ce qui se passe sur le terrain. Vous dites, les informations que j'ai provenant des sources russes le disent très isolé, entouré de personnes qui n'osent pas lui dire la vérité. Est-ce que cette vérité, Emmanuel Macron peut lui dire? Mais on voit qu'au fil des semaines, rien ne semble bouger. C'est une question assez délicate, d'ailleurs je l'ai mentionné dans mon interview au Figaro magazine, que Emmanuel Macron a été critiqué, surtout par les Polonais et par les Estoniens, qui, eux, disent ça ne sert absolument à rien, vous n'avez rien obtenu, Monsieur le Président, c'est les mots du Premier ministre polonais. Critiqués, même plus, ils sont allés très loin. Que ça, voilà, ils sont allés en disant il faut absolument avoir aucune relation avec Poutine, on ne parle pas avec les criminels de guerre. Voilà, et en réalité, si. Je crois que c'est important parce que vous avez vu, le 21, tout le monde a vu Naryshkin, son directeur des services de renseignement extérieur, bégayer publiquement et humilier devant tout le monde. Est-ce que vous croyez que cette personne va raconter à Poutine la vraie situation sur le front? Bien évidemment, non. Ces hommes lui mentent. Ils lui disent ce qu'il a envie d'entendre. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant parce que on ne peut pas dire qu'ils sont mal informés. Vous savez, les services de renseignement fonctionnent très bien en Russie. Malgré tout ce qu'on raconte, ils ont perdu en efficacité, ils ont perdu en professionnalisme, mais ils sont très très bien informés. En revanche, qu'est-ce qu'on va rapporter au Kremlin? Qu'est-ce qu'on va raconter à Vladimir Poutine? Et uniquement ce qu'il a envie d'entendre. Par rapport à ça, c'est lui-même qui s'est mis dans un piège. Et Emmanuel Macron, par rapport à ça, il garde encore la possibilité de lui dire « Mais Vladimir, tu es à côté de la plaque. » Mais sans aucun effet. Il lui a encore demandé, avec Olaf Scholz, un cessez-le-feu. Ce lundi, à Bruxelles, s'ouvre un Conseil européen que l'on peut qualifier de crucial, avec notamment sur la table un 6e paquet de sanctions et le fameux embargo sur le pétrole russe, pardonnez-moi. Est-ce que ces sanctions servent encore à quelque chose? Est-ce que ça a un effet, finalement, sur Vladimir Poutine et son action en Ukraine? Économiquement, très peu. Parce que finalement, le commerce continue, et nous savons très très bien que le commerce rapporte à la Russie quasiment 1 milliard par jour. Mais ces sanctions sont symboliques et de plus en plus font mal. Parce que si les sanctions ne faisaient pas mal, M. Lavrov ne les aurait pas mentionnées à chaque fois lorsqu'il est sur vos plateaux, lorsqu'il vous donne des interviews, ou il est ailleurs. Donc les sanctions font mal. Parce que il l'évoque encore hier soir. Moi, je n'ai pas entendu parce que je n'ai pas écouté toute l'interview. On va l'entendre à 10h. Et on la réécoutera en effet à 10h sur notre antenne. Je suis persuadé qu'il a mentionné. Donc, vous voyez, l'analyse est bonne. Et s'il les mentionne, c'est que ça fait mal. La Russie est-elle en train de gagner ou de perdre cette guerre? D'ailleurs, conformément au changement de stratégie russe sur le terrain, Sergueï Lavrov hier n'évoque plus la tentative de conquérir Kiev, mais parle uniquement de libération des régions de l'Est du pays. Il y a un changement dans la sémantique. Bien sûr qu'il y a un changement de parole, il y a un changement de style, parce que Poutine a perdu déjà le blitzkrieg qui s'imaginait. En réalité, et ça je vous raconte dans le livre toutes les fautes géopolitiques, militaires, politiques, économiques. Il s'imaginait se remporter cette guerre en quelques semaines. Voilà. Moins que ça même peut-être. Voilà. Alors, en réalité, Poutine, c'est quelqu'un qui est tourné dans le passé et je crois que l'Ukraine, il avait l'impression que l'Ukraine, c'est la même Ukraine que durant l'annexion de la Crimée en 2014. L'annexion de la Crimée, effectivement, ça s'est passé sans un seul tir. Parce que les Ukrainiens étaient surpris, ils étaient choqués par cette action, et ils n'avaient pas réagi du tout, et donc la Crimée est partie. Et Poutine
était persuadé que ça se passerait exactement de la même manière et que dans les villes de Mariupol, à Kharkiv, à Tchernihiv, qui sont les villes frontalières avec la Russie où il y a beaucoup de russophones, les gens allaient sortir avec les fleurs, allaient l'accueillir en libérateur, etc., etc. Et rien ne s'est passé comme ils l'avaient imaginé. Non, c'est justement Mariupol et Kharkiv qui étaient les défenses et les gens, ces fameux russophones, ils se battaient contre l'agresseur. Sergueï Girnov, j'aimerais vous interroger sur la personnalité de Vladimir Poutine qui intrigue, qui fascine. Beaucoup en parlent sans l'avoir jamais vraiment rencontré, sans lui avoir parlé. Vous avez été un de ses collègues au KGB, vous l'avez rencontré, vous le dites, à 4 reprises. Est-ce qu'il vous a fait peur la première fois que vous l'avez rencontré ? Il m'a impressionné quand même, parce que moi j'étais un étudiant en 1980, ça se passait pendant les Jeux Olympiques de Moscou. Il était un interrogateur, ça s'est passé au siège du KGB à Lubyanka à l'époque. Oui, vous étiez étudiant. Donc j'avais quoi ? J'avais 19 ans, 20 ans à l'époque. Lui, il a 9 ans de plus, il avait déjà 5 ans de service, donc il pensait qu'il m'impressionnait. Bon, après, il s'est trompé aussi un tout petit peu. Oui, parce que vous dites, à chaque fois que je l'ai eu devant moi, ouais. Vous avez des mots forts. Hein. J'avais un petit fonctionnaire, gris comme ses costumes, prêt à exécuter les ordres, mais sans charisme. Vous le qualifiez d'insignifiant, d'inexistant. Il est insignifiant et il est inexistant. Et d'ailleurs, même actuellement, regardez ce qui est en train de se passer. Il nous fait peur avec l'arme nucléaire. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui... Ce sont des mots d'ailleurs qui vous ont été reprochés au début du déclenchement de la guerre. Mais bon... Mais qui se sont avérés... 3 jours après, il a mis en alerte maximale... Enfin, pas maximale, mais en alerte supérieure, les forces armées nucléaires de l'Union soviétique, enfin, j'allais dire de l'Union soviétique, de la Russie. Et donc, il essaie de nous faire peur, il essaie de faire chanter le monde entier. Le monde entier. Et vous savez, c'est un aveu de faiblesse. En réalité, il n'est pas fort du tout. Poutine, c'est un lâche et une personne qui n'est pas forte, qui vit dans un pays anachronique tourné vers le passé. J'aimerais, parce que l'interview et le temps passent très vite, vous avez un chapitre qui m'a interpellée, qui s'appelle « Faut-il éliminer Poutine ?» La question peut surprendre, vous le dites, un proche pourrait l'éliminer. Un grand nombre de dictateurs, écrivez-vous, ont été détruits de l'intérieur. Vous pensez que ce scénario puisse un jour arriver ? Mais tout le monde le pense, c'est pas ma question. On m'a posé à plusieurs reprises la question. Même la plupart des gens qui ont commencé à regarder cette guerre en direct, ils se sont posé la question, mais qu'est-ce qu'on attend pour éliminer ce personnage qui fait chanter la terre entière ? Donc c'est une question tout à fait normale et effectivement, comme vous avez mentionné, dans les dictatures, la plupart du temps, ça se passe de l'intérieur. Après, je donne la possibilité quand même minime. Hein. C'est un homme très bien gardé, il choisit très très bien ses gardes. Vous dites 40 000 hommes l'entourent, alors pas au quotidien, mais... 40 000 hommes dans le FSO. Ça veut dire rien que dans le service de sécurité du président. Un chef d'État paranoïaque, l'homme le plus protégé du monde, qui n'a pas de téléphone portable, pas d'ordinateur, sa nourriture est analysée. C'est ça. C'est un scénario qui paraît complètement improbable et pas forcément souhaitable non plus. Hein. Il me fait penser à Hitler, qui était enterré dans son bunker en 1945, au mois de mars, complètement coupé du monde. Et encore, on était à quasiment 2 semaines avant la fin de la Deuxième Guerre mondiale pour les Allemands. Et il était en train de raconter encore dans le bunker des grands discours. L'Allemagne va vaincre, il y a des forces qui vont arriver, etc., etc. Et Poutine fait penser à ça. Oui, ce parallèle avec Hitler, vous le faites très régulièrement. Peut-être une dernière question sur... Est-ce que vous avez peur aujourd'hui ? Vous êtes réfugié politique depuis le début des années 2000, quand on est un ancien espion russe comme vous, vous avez une véritable liberté de parole, on l'a vu tout au long de cette interview. Est-ce que vous vous mettez en danger ? Je me mets en danger, bien évidemment, mais en même temps, la lumière, ça, j'ai l'habitude de le dire, pour tous les métiers de l'ombre, c'est la lumière qui protège. Et en même temps, c'est mon devoir aussi, parce qu'il y a très peu de gens qui connaissent Poutine, qui l'ont côtoyé réellement. Donc là, je me voyais très mal être enterré dans mon petit appartement, en train de regarder sur votre antenne sans y passer. Après, vous savez, on nous choisit au KGB, on nous fait passer les tests, donc ça va, j'ai une résistance psychologique et morale à toute épreuve. Et puis,
encore une fois, c'est un devoir. Mais vous vous considérez comme russe encore aujourd'hui? Bien sûr, je suis russe. Même si dans mes documents français, maintenant, c'est marqué réfugié russe, puisque c'est la France, en fait, qui a remplacé mon pays. Après, je me sens aussi en France français. Je connais la France depuis toujours. D'ailleurs, c'est le KGB qui m'a préparé à la connaître de l'intérieur. Et puis après, vous savez, c'est... Vous avez appris d'ailleurs le français dans vos formations au KGB Non, un peu avant, mais j'ai travaillé aussi beaucoup à peaufiner cette connaissance du pays. Et souvent, quand on vient espionner le pays, on tombe amoureux de pays qu'on espionne. C'est ce qui vous est arrivé. Ouais, mais vous ne fonctionnez pas avec la peur au quotidien, mais malgré tout, vous dites finalement que la lumière est peut-être la meilleure des solutions et prendre la parole. Absolument. Puis on a quand même des réflexes professionnels qui sont toujours là. Sergueï Girnov, merci infiniment d'avoir été avec nous ce matin sur LCI. Et tout